Ben, merci beaucoup d'être présent là, à cette conférence-ci. Donc, effectivement, on va vous présenter en fait le projet qu'on a fait en collaboration avec l'École de travail social de l'Université Laval en la personne de Élise Milo, qui va être ma co-animatrice pour aujourd'hui. Le projet, donc, ben, en premier lieu, on va vous présenter un peu l'AISC, l'organisme pour lequel je travaille aujourd'hui. Donc, c'est quoi un peu notre organisme, c'est quoi les services qu'on offre. Ensuite, on va vous présenter un peu le contexte dans lequel le projet a été développé, les différentes étapes par lesquelles on est passé, les thèmes qui ont été retenus. Puis après ça, on va vous présenter des extraits, un vidéo en fait, et le guide d'animation qui a résulté finalement de notre projet là, du bien vieillir. Alors, sans plus tarder. Donc, l'AISC, on est un organisme communautaire de la capitale nationale. Donc, ça fait depuis 1961 qu'on existe. Euh, on a un organisme de défense de droits des personnes qui présentent une déficience intellectuelle et des personnes autistes. Petite nuance, là, dans le fond, officiellement, depuis juin, on a intégré là, les personnes autistes et leurs proches dans notre famille. Donc, notre mission, c'est vraiment de favoriser le mieux-être des personnes qui ont une DI, qui sont autistes, en sensibilisant la population, en offrant différents services, puis en faisant la promotion de la défense des droits aussi. Euh, L'AISC, dans le fond, principalement, on a trois volets de service. Le premier volet de service qui a été ouvert à l'AISC, c'est le service conseil. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement aux familles, du soutien, des conseils qu'on donne, autant pour les proches que les adultes aussi. Donc, au niveau du service conseil, ben, les personnes peuvent bénéficier de services ponctuels, donc pour une demande, par exemple, d'information ou d'aide à remplir certains formulaires ou connaître certains programmes gouvernementaux. On fait aussi de l'accompagnement dans la communauté, donc que ce soit pour aller à des rendez-vous, les rencontres en milieu scolaire aussi pour les proches, les parents, des rencontres de suivi avec les personnes en collaboration avec les intervenants du CIUS. Puis la conseillère aussi fait de l'accompagnement auprès des personnes et des familles là, de façon très générale selon les besoins qui sont exprimés, soit par les proches ou les adultes. Je me rends compte que j'ai oublié de me présenter moi-même. En fait, je vais le faire dès maintenant. Je m'appelle Ariane Deveau. Moi, je suis conseillère à la formation et à la recherche à l'AISC. Dans le fond, je m'occupe du volet formation, qui est comme une branche du service conseil. On offre différents ateliers de formation auprès des personnes, auprès des proches aidants, mais aussi auprès des intervenants. Donc, thématiques très variées, l'autonomie en logement, l'accompagnement dans le projet d'habitation, la santé, etc., le vieillissement, entre autres aussi, la prévention des abus. Donc, on a un calendrier de formation qu'on donne aussi à chaque année qui est très varié. Ensuite, les deux autres volets de service, on a le volet habitation et milieu de vie. Donc, on développe des milieux en partenariat avec Action Habitation, qui est un groupe de ressources techniques, où à même les immeubles que Action Habitation construit, ben, on réserve quelques unités là, pour nos locataires. Fait que ça fait des immeubles en mixité sociale. C'est des appartements autonomes. Les personnes habitent dans leur logement seul, mais ils ont du soutien sur place qui est offert par l'AISC et par le CIUS là, dans certains cas. Puis, il y a des espaces communs dans chaque immeuble aussi où ils peuvent, bon, ça brise l'isolement, il y a des activités qui sont faites sur place, des cuisines collectives, etc. Et finalement, le dernier volet de service, c'est le répit spécialisé à domicile. Donc, on offre soit du gardiennage, de l'assistance à la maison ou de l'accompagnement dans la communauté où c'est des personnes accompagnateurs qui sont des étudiants dans des domaines pertinents au service social, éducation spécialisée, ergothérapie, etc., qui vont se déplacer dans les familles pour aller offrir du répit. On développe aussi différents projets, différents outils selon les besoins qui sont mentionnés par les familles, par les intervenants. Donc, bien évidemment, il y a le bien vieillir, celui auquel vous allez entendre parler là, dans quelques minutes. On a fait un guide d'annonce du diagnostic de déficience intellectuelle et de retard global de développement aussi. Des jeux, des BD contre l'intimidation, puis des ateliers de prévention des abus sexuels. Alors,
Élise, je vais maintenant te passer la Oui, parole pour le contexte. parfait, merci. J'en profite moi aussi pour me présenter. Alors, je m'appelle Élise, je suis professeure en travail social à l'Université Laval depuis plus de 10 ans maintenant. Puis, dès le début, là, j'ai toujours travaillé avec l'AISC parce que c'est un organisme qui est super dynamique, puis avec lequel c'est vraiment chouette de collaborer. Puis, ben, en fait, j'essaie aussi de m'assurer que mes projets de recherche qui portent sur l'inclusion sociale des adultes et des personnes vieillissantes qui ont une déficience intellectuelle, ben, ça rime le plus possible là, aux besoins qui sont exprimés par les personnes et leurs proches. Donc, le service de répit duquel Ariane a parlé, là, justement, ben, je me suis impliquée dans ce projet-là. On est bien fiers de ce projet. Puis là, ben, en fait, une des demandes qui était récurrente là, à la liste, c'était celle de pouvoir euh, outiller, en fait, les intervenants, les proches, les personnes qui ont des sens intellectuels sur les réalités, les réalités des personnes et des proches là, à travers le vieillissement. Donc, moi, je menais déjà quelques projets là, en lien avec ça, puis je trouvais ça vraiment intéressant là, de pouvoir créer un outil. Puis notre intention, c'était vraiment de créer un outil qui soit le plus possible là, polyvalent, donc qui puisse être utilisé là, de différentes façons, puis en visant différents objectifs, là, que ce soit là, par exemple, de soutenir les personnes qui ont des sens intellectuels dans la connaissance de leurs droits, dans l'acquisition de savoirs pertinents aussi, puis pour qu'ils soient en mesure d'exercer leur autodétermination. On voulait aussi créer un outil qui permettrait de sensibiliser la population générale, tu sais, à la réalité des personnes vieillissantes qui ont des déficience intellectuelle. Peut-être que vous connaissez déjà un petit peu là, ces réalités-là. Là. On sait que les personnes à travers l'avancée en âge de leur réseau social, va avoir tendance à diminuer, à s'effriter. Souvent, ils vont connaître un peu plus d'isolement. Euh, ce qu'on constate aussi, c'est quand ils continuent de participer à des activités de loisirs et de bénévolat, ben, des fois, il y a des préjugés, des attitudes négatives qui sont exprimées par leur père, par les autres personnes vieillissantes. Donc, tu sais, il y a plusieurs défis là, qui sont rencontrés par les personnes aînées. Qui, à travers le vieillissement, puis par leurs proches aussi, tu sais, qui se disent, bon, ben, tu sais, qui va s'occuper de mon enfant quand je vais partir? Donc, c'est une préoccupation là, qui est vraiment importante là, chez les proches. Donc, c'est ça. Donc, on voulait développer un outil, puis voilà. Donc, vous les avez ici, les trois objectifs là, qu'on voulait, que l'on voulait, on s'est attardé. Puis là, moi, à l'époque, j'ai réalisé déjà des projets de recherche là, sur le vieillissement qui faisaient à mieux connaître les réalités des personnes dans la région de la capitale nationale. Donc, Ariane, tu peux aller vers la prochaine slide. On s'est dit, ben, comment est-ce qu'on développe ça, cet outil-là? Puis on était chanceux. On a eu un financement de l'Office des personnes handicapées du Québec pour développer notre bel outil. Donc, tout d'abord, ben, tu sais, on avait déjà fait une recension des écrits avec des étudiants là, pour vraiment bien connaître tu sais, les connaissances sur lesquelles on voulait tabler pour développer justement notre outil. Ce qu'on souhaitait, c'est développer des vidéos parce qu'on se disait, ben, tu sais, c'est de plus en plus intéressant, ben, utiliser en fait la vidéo, ça permet justement aux gens de développer des apprentissages. Puis de visionner une vidéo, ben, ça peut susciter la discussion aussi par la suite sur des enjeux, des défis, des préoccupations. Donc, on trouvait que ça pouvait être intéressant. Donc, on est parti de connaissances qu'on avait développées dans les recensions des écrits, dans un de mes projets de recherche aussi. Puis, par la suite, on s'est dit, OK, ben là, on a comme plein de connaissances, on pourrait développer 200 vidéos, 200, beaucoup de matériel. Fait que, qu'est-ce qu'on cible de façon prioritaire? Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des groupes de discussion à Québec, donc avec des personnes qui ont des sens intellectuels, avec des représentants d'organismes de la région, des intervenants du réseau public aussi du CIUS à Capitale-Nationale, des proches, évidemment. Donc, il y avait différentes personnes qui ont participé à deux groupes de discussion à Québec pour être en mesure de définir là, des principaux thèmes. Fait qu'on en a ciblé plusieurs. Puis là, on essaie de tout mettre ça là-dedans. Là, c'est ce qui est un peu complexe, mais finalement, on a abouti sur quatre thèmes qui Karen va vous présenter par la suite. Puis là, moi, je connais quand même des gens qui travaillent dans le milieu culturel. Donc, on a sollicité nos réseaux pour avoir de l'aide là, pour écrire les scénarios. Puis là, ce que j'ai appris à travers cette étape-là, de façon en toute humilité, c'est qu'on a chacun nos forces. Puis je me souviens qu'avec une autre, on avait écrit une première version là, des scénarios avec Ariane aussi. Puis je me suis fait dire qu'on aurait dit que c'était des robots qui avaient écrit les scénarios. Fait que finalement, il y a une artiste qui a tout repris, une scénariste qui a tout repris les scénarios pour les rendre plus vivants. Elle a embauché aussi des acteurs qui sont des gens d'expérience là, qui travaillent dans un organisme culturel ici à Québec qui met sur la mixité sociale qui s'appelle Entracte. Donc, pour nous, c'était important d'avoir des acteurs aussi qui avaient une déficience intellectuelle ou, tu sais, en tout cas, qui étaient en situation
de handicap. Donc, c'est ça. Donc, elle a pu solliciter son réseau aussi pour avoir des acteurs qui avaient envie de se prêter au jeu dans ces capsules vidéo-là. Puis là, ben, là, il y a eu, je sais pas si vous en souvenez, en 2020, une pandémie. Donc, ça l'a retardé un petit peu, là, le tournage, évidemment, parce que, tu sais, c'était des personnes vieillissantes en plus, là, qui étaient filmées. Donc, tu sais, je me souviens, à cette époque-là, ils devaient remettre leur masque entre les prises de vue. Donc, c'était un peu complexe. Donc, finalement, les vidéos, on l'a fini par les faire, avec les acteurs. Puis, à la suite de ça, ben là, il y a du matériel qui a été développé là, grâce à Ariane, là, puis justement, comme je disais tout à l'heure, on voulait développer du matériel polyvalent. Donc, comme vous allez voir tout à l'heure dans le guide, ben, tu sais, le matériel pédagogique s'adresse à la fois aux personnes qui ont des déficience intellectuelle, à leurs proches, puis aux intervenants. Puis en plus, le matériel est vraiment magnifique. Donc là, je pense que je vous ai mis l'eau à la bouche, certainement, pour que vous ayez envie de voir de quoi ça a l'air. Puis sachez que tout le matériel est disponible gratuitement en ligne sur le site de la l'AISC. Donc, vous allez pouvoir là, continuer de feuilleter le guide ou de voir les vidéos là, un peu plus tard sur votre temps personnel. Ariane, ton micro est fermé, par exemple. Oui, merci du rappel. On pourrait croire qu'après toute la pandémie et ces années, on a encore l'habitude, mais non. Des fois, il y a des oublis. Alors, ben, comme Élise l'a mentionné, donc, avec les groupes de discussion à Québec, on avait consulté des adultes vieillissants qui vivaient avec une déficience intellectuelle. On avait consulté des proches aussi, puis des intervenants. Puis, il y avait comme Élise a dit, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enjeux, de thèmes, de situations, en tout cas, qui ressortaient. Mais on a quand même réussi à canner ça dans 4 grandes thématiques qui semblaient être les enjeux les plus présents là, ou les plus les, vécus de façon un peu plus là, par la majorité des gens. Donc, le premier thème qui a été mis sous forme de capsule, c'est le deuil d'un proche et tous les tabous entourant la mort. Euh, donc, en fait, ce que beaucoup de personnes nous disaient, c'est que quand ils étaient des personnes vieillissantes comme ça, quand il y avait, c'est ça, justement, peut-être un proche qui décédait ou qui était sur le point de mourir ou qu'ils avaient certaines questions qui entouraient toute la mort, le deuil et tout ça, ben, considérant bien évidemment que c'est un sujet quand même très tabou, mais ça faisait que pour certaines personnes, leurs proches les incluaient pas dans ces processus-là, dans ces étapes-là, euh, entourant le deuil, refusaient de répondre aux questions justement par malaise, ou ils n'étaient pas à l'aise, ou même certains avaient même peur de comme créer des précédents chez la personne, de la rendre, de la déstabiliser, de la rendre triste, des choses comme ça. Fait que plutôt que de comme prendre une chance de faire ça, ben les incluaient pas dans les rituels entourant le deuil et tout, puis impliquer. Fait que ça faisait que les personnes se sentaient vraiment mises à l'écart face à tout ces rituels-là, puis ces événements-là, puis il y avait beaucoup de frustration chez les personnes. Fait ça a été vraiment un des premiers thèmes là, qui était ressorti beaucoup de j'ai des questions, j'ai voulu participer, mais on refuse ou on met un peu de côté. Ensuite, ben, il y avait tout ce qui entourait le double vieillissement par rapport au vieillissement du proche aussi. Donc, la fin de vie de quelqu'un, puis le fait que certaines personnes, ben, à l'annonce de cette fin de vie-là, ou que le proche n'était plus en mesure d'être présent pour eux ou faire partie de leur vie, ben, ça crée beaucoup d'anxiété, beaucoup de questionnements, mais que certaines personnes refusaient d'en parler. Tu sais, il y a beaucoup de parents qui nous mentionnaient justement que eux, ils souhaiteraient les apporter visiter, par exemple, grand-maman qui a en soins palliatifs, vous aimeriez en parler avec eux, mais les personnes refusaient parce que bon, ça les rendait tristes ou des choses comme ça. Ensuite, ben, il y avait le décès d'un parent et déménagement d'un milieu de vie. Ça, c'était beaucoup les personnes qui habitaient encore justement dans le milieu familial ou avec un proche vieillissant, où là, on se retrouvait avec l'impact direct, là, finalement, du double vieillissement, où la personne devenait un peu, excusez l'expression, mais le bâton de vieillesse du proche qui était vieillissant. Fait que la personne n'était plus en mesure de s'occuper d'eux, ou soudainement la personne décédait, puis là, le reste de la famille ne savait pas trop qu'est-ce qu'il devait faire avec la personne. Est-ce qu'elle est capable d'habiter seule? Est-ce qu'elle a des ressources? Est-ce qu'elle a des outils? Est-ce elle a des habiletés? Fait ça créait beaucoup de questions, puis des situations où là, tout le monde se ramasse un peu avec la patate chaude dans les mains, puis on ne sait pas trop quoi faire avec.
Donc, tout cet aspect-là de la planification de l'avenir. Puis le dernier, c'était la cohabitation avec des parents vieillissants, alors que l'adulte qui a une déficience intellectuelle a quand même, est encore actif, puis a quand même une vie active, mais à cause de la cohabitation, ben, parfois peut rendre la cohabitation difficile, soit parce que justement les parents ou les proches, ben, ils ont plus de difficultés, par exemple, entre autres, à conduire le soir ou à conduire, point final, fait que là, le transport, ça devient compliqué, qu'il faut que la personne aide beaucoup à la maison, fait qu'elle a moins de temps pour ses activités, fait qu'il y avait tous ces enjeux-là aussi. Et évidemment, à travers tout ça, ben, notre objectif, c'était aussi de faire transparaître 2 thèmes très importants, qui est le premier qui était la collaboration centrée sur la personne, puis l'autodétermination. Donc ce qui ressortait beaucoup aussi des groupes de discussion, c'est que parfois les personnes nommaient qu'il y avait beaucoup de décisions qui étaient prises pour eux autres et non avec eux autres. Donc on les consultait peu, on leur disait: «Ben écoute, c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est là que tu vas aller, puis tu as pas le choix». Alors qu'ils auraient aimé ça, tu sais, être consultés, participer, pouvoir donner leur avis. Donc, l'objectif de ce projet-là, puis de cet outil-là, c'est justement de faire transparaître l'importance de cette collaboration-là pour favoriser l'autodétermination de la personne, puis qu'elle soit impliquée dans des choix de vie qui la concernent à 100%. Donc, le projet a permis de faire un peu transparaître tout ça. Élise, y avait-tu des choses que tu voulais ajouter par rapport au thème? Parce qu'on serait rendu à visionner le petit vidéo. Donc, en fait, on va vous faire visionner une des 4 capsules. On a pris la plus courte parce qu'il y en a qui sont comme presque 10 minutes, là, ça aurait été un peu trop long. Mais vous allez voir dans cette capsule-là, dans le fond, ça aborde le thème le premier, en fait, le deuil d'un proche, puis le tabou qui entoure la mort. Donc, vous allez voir en fait que la personne là a des questions, mais les parents changent tout le temps de sujet, des choses comme ça. Puis après ça, je vais vous présenter le guide qui vient avec ces capsules-là. Puis ça va vous permettre de voir un peu le format aussi du guide qui est le même sensiblement là, pour les 4 capsules. Donc, je vais quitter ma présentation visuelle Ariane, il pour faut que tu pouvoir. appuies, tu coches la case, hein? Pour le son. Normalement, je l'avais déjà OK, coché, parfait. fait que c'est supposé de fonctionner. On va faire juste bon, je vais le démarrer puis, Élise, dis-moi si ça fonctionne? C'est bon. OK. C'était un bien beau service. Oui, c'était un grand homme, notre neveu. Puis, un méchant farceur. Ah oui, c'est vrai. Hey, c'était beau, hein, ce que Diane a lu. J'aurais aimé ça qu'il l'entende. Il est parti tellement vite. Il avait juste 50 ans. Hey, 50 ans! Ouais, c'est ça, la maladie, hein? Un jour, t'es là, puis le lendemain, t'es plus là. Papa, hein, Oui, moi là, la maladie pourrait m'apporter aussi. Jamais moi chez Serge. ben non, Nathan. Inquiète-toi donc pas avec ces choses-là. Tu vas faire une ulcère. Fais-toi-en pas avec ça, mon chou. Mets-nous plutôt de la musique. Faudrait qu'il y en ait à en parler. Au cas où... On parle pas de ça. Mets son disque à ton père, là, puis viens m'aider. Le souper se fera pas tout seul. J'espère qu'il n'y a pas de crème fouettée. Il y en a jamais trop. Ben oui, Nathan. T'as nommé pas dans ton assiette? Non, pas vraiment.
Depuis la mort de Serge, mon cousin, j'ai une boule là-dedans. J'ai peur. T'as peur de quoi? Des fantômes? J'ai peur de mourir. J'ai essayé d'en parler à mes parents, mais ils veulent pas qu'on parle de ça, ces affaires-là. Ben voyons, pour vrai? Si tu veux m'en parler, moi je vais t'écouter. Tu peux poser toutes les questions que tu veux, j'ai même pas peur. D'accord. Ris pas. Non, non. C'est quoi la mort? Qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce que je vais revoir mes parents un jour après ma mort? Puis, mes parents, ils vont mourir bientôt. Ils sont vieux, là. Puis moi, est-ce que je vais mourir bientôt? Qui c'est qui va s'occuper de mon chien si je suis mort? Puis, je veux pas qu'il se ramasse à la SPCA, moi, là. Puis, veux-tu le prendre? C'est des grosses questions que tu poses là, Nathan. Je sais même pas quoi te répondre. Tu sais, pour tes parents, la mort, c'est un sujet qui est tabou, puis ça rend bien du monde inconfortable. Fait que c'est peut-être juste pour ça. Ah, je sais bien. Je pense toujours à ça. J'ai la misère à dormir. Je vais sortir d'un bar, puis de l'autre. J'ai les yeux ronds comme des 2 pièces. Tu sais, je connais quelqu'un qui travaille dans un organisme communautaire, euh, qui est proche de ça en plus, puis qui est spécialiste sur les questions sur la mort. Je l'avais rencontré dans le cadre d'une présentation de leur service, puis j'avais gardé sa carte, je pense. Il s'appelait Pierre. Et on sait, j'ai mis ça. Oh, voilà. Pierre Marcotte. Tiens. Merci, c'est gentil. Puis tu devrais l'appeler, puis vous devriez parler ensemble. Je suis sûr que ça va faire du bien. Oui, c'est une bonne idée. Je vais l'appeler demain matin. Tu vas voir, en plus, il est super fin. Merci, Steph. J'ai pas de quoi, moi, attends. Sauf que t'as pas répondu à ma question tantôt. Laquelle? Prendrais-tu mon chien s'il m'arrive de quoi? Bien sûr que oui. Je vais même te le prendre maintenant, si tu veux. Je me rends compte que je n'avais pas mon micro ouvert. Ben, en fait, je vais aller chercher le guide tout de suite. Ça vous donne en même temps le chemin pour aller le visionner sur mon site. Et voilà. Est-ce que vous voyez bien le guide à l'écran? Oui, il est parfait. Donc, c'est ça, le guide d'activité et les capsules vidéo sont disponibles sur notre site Internet, là, dans le petit onglet S'informer, puis vous sélectionnez Bien vieillir. Donc, l'objectif, en fait, avec ces capsules-là, avec le guide, c'est justement de commencer à lancer la discussion avec les personnes, de les impliquer dans ce processus-là, puis d'aider à identifier c'est quoi les besoins qu'ils ont pour pouvoir, après ça, justement, poser des actions, puis commencer à planifier l'avenir pour pas se retrouver un peu avec le tapis tiré sur les pieds, là, puis ça peut surprendre, puis là, il faut comme tout faire à la dernière minute, on est dans l'urgence, puis il y a personne qui est bien là-dedans, que ce soit des proches ou la personne elle-même. Donc, le guide se présente sous cette forme-là. Donc, en ce moment, je l'ai en format PDF. Mais vous avez la possibilité, on en a quelques copies là, papier à la que si jamais c'est quelque chose que vous aimeriez avoir. Donc, avec la table des matières, donc pour chaque capsule, il y a des différentes questions de compréhension de la capsule vidéo. Donc, pour s'assurer que la personne a bien compris. Puis quand je dis la personne, là, le guide, c'est autant ça peut être utilisé en groupe, on l'a expérimenté à plusieurs reprises, mais ça peut être utilisé en individuel aussi avec l'individu, avec ses proches. Donc, c'est vraiment, comme Élise a dit, quelque chose qui est un peu versatile en ce sens-là. Donc, il y a des questions de compréhension de la capsule vidéo pour s'assurer que la personne a bien saisi là,
les thématiques, puis qu'est-ce qui s'est dit. Ensuite, ben, il y a des activités interactives, des vrais ou faux et tout, des sujets pour lancer la discussion, donc des questions un peu plus ouvertes. Puis après ça, il y a des informations, des ressources un peu plus précises sur la thématique qui est abordée dans la capsule. Donc, celle qu'on a visionnée, c'était la capsule numéro 3. Fait que, bon, vous avez ici un petit lexique des thématiques ou des mots qui sont utilisés à travers les capsules, que parfois ça peut être un peu plus niché là, comme terme, fait que ça permet d'avoir une petite description, une petite définition là, de ces termes-là. Vous avez ensuite l'introduction qui est là. Le graphisme a été fait d'ailleurs par Karine Potvin. C'est vraiment très beau là, ce qu'elle a fait. Fait que ici, vous avez donc l'activité numéro 1 avec les informations. Excusez, je ne veux pas vous donner mal à la tête, je vais juste me rendre à l'activité numéro 3, la mort et ses questions. Donc, comme je vous disais un peu tantôt, toutes les activités, finalement, sont sous le même format. Fait qu'en premier, bon, vous avez le titre de la capsule. Celle-ci, il y a un petit astérix parce que, dans le fond, les capsules 3 et 4, ça reste la même grande thématique qui est la mort, mais c'est juste qu'elle est abordée sous des angles différents. Donc, celle qu'on vient de voir avec la situation de Nathan, ben, Nathan, il a plein de questions, puis il aurait le goût d'en savoir un peu plus, sauf que ses parents sont pas à l'aise d'en parler avec lui. Puis la capsule numéro 4, ben, c'est l'inverse. Dans la situation, il y a une personne qui est mourante dans la famille, puis les parents voudraient l'aborder avec leur fils, voudraient l'impliquer dans le processus, mais le fils refuse. Donc, ça l'aborde un peu d'une façon différente parce que ça amène des enjeux, en fait, différents. Donc, en premier, comme je vous disais, il y a des questions un peu de clarification, de compréhension au niveau de la capsule pour s'assurer que tout le monde part sur les mêmes bases. Ensuite, ben, il y a des vrais ou faux. Encore une fois, pour clarifier là, la situation. Et ensuite, vous avez les questions pour lancer la discussion, donc qui entoure un peu la thématique là, qui est abordée. Donc, la première question, bon, est-ce que Nathan a bien fait de parler à son ami Stéphane? Fait que, dans le fond, c'est pour amener un peu la personne à justement voir, bon, à qui est-ce que quelqu'un peut parler dans le cas où justement peut-être un proche ou un intervenant serait réticent. Est-ce que ça permet justement à nommer que la personne, ben, tu sais, son opinion compte, c'est important qu'elle puisse s'affirmer aux autres, qu'elle puisse nommer les choses. Donc, cette question-là permet un peu d'explorer ça avec la personne pour voir, ben, elle en est où par rapport à ça. Ensuite, pourquoi les parents de Nathan ne veulent-ils pas parler de la mort? Ben justement, ça permet d'aborder un peu l'aspect tabou de ce sujet-là, que pour certaines personnes, ben, ils ne se sentent pas nécessairement à l'aise de parler de ça, mais ça permet en fait de dire, ben, tu sais, c'est correct de ne pas être à l'aise, mais si la personne a des questions, ben, peut-être qu'on pourra regarder, ça serait qui la ressource ou peut-être des intervenants ou d'autres membres de la famille qui pourraient répondre à ces questions. Comme là, dans la situation, ben, l'ami de Nathan lui a proposé d'aller parler à un intervenant d'un organisme de son quartier. Donc, ça permet à la personne de quand même être en mesure de s'exprimer et d'avoir des réponses à ces questions. Qu'est-ce qui fait que Nathan s'inquiète par rapport à sa propre mort? Ben, c'est sûr qu'en fait, ça remet beaucoup en question. Hein. C'est des sujets qui sont très lourds. On parle de personnes qui sont vieillissantes aussi. Fait que c'est sûr que ça amène à se questionner soi-même sur qu'est-ce qui s'en vient pour nous? On vieillit, comment ça va se passer? Est-ce que ça va être la maladie ou au contraire, ça va être peut-être parce qu'on ne sait pas comment que la personne est proche et décédée. Fait que là, bon, on comprend que dans la mise en situation, le cousin Serge, il a été emporté par la maladie, mais tu sais, qu'est-ce que ça a eu comme impact, de quoi la personne a été témoin? Ben, ça peut avoir un impact sur ses inquiétudes, son anxiété par rapport à la mort aussi. Puis les 2 dernières questions, ben, c'est plus justement des questions un peu plus générales. Bon, est-ce que vous avez des questions sur la mort? Est-ce que vous avez peur de la mort et pourquoi? Ben, ça permet de voir que justement, ben, la personne, elle en est où par rapport à tous ces questionnements-là. Puis, ben, ça permet de mieux identifier ses besoins aussi en lien avec cette thématique-là. Il y a un petit avertissement, là, bien évidemment, quand on fait ce genre d'activité-là ou qu'on utilise le guide, ben, presque toutes je dirais les 4 thématiques des capsules sont des sujets délicats, des sujets qui peuvent rendre les gens mal à l'aise ou au contraire déclencher des émotions de tristesse ou même de colère, tout ça. Fait que c'est quand même important
quand on utilise cet outil-là, de garder un peu un œil là-dessus, surtout en tant qu'intervenant pour justement s'assurer que la personne reste quand même bien là, dans tout ce processus-là, puis au besoin de prendre des pauses pour permettre à la personne de se déposer un peu là, dans toute cette situation-là. Puis ça, c'est les questions par rapport à l'activité 4. Puis vous avez à la fin quelques pistes d'informations supplémentaires, comme bon, comment parler de la mort avec la personne, fait que ça donne un peu plus justement de pistes sur c'est important de faire de l'écoute active, de démontrer de l'empathie, de l'ouverture et tout, d'être disposé aussi, hein, de pas faire ça dans un endroit sur le coin d'une table où il y a plein de gens. Fait que ça donne un peu des pistes là, sur comment l'aborder. Puis si je vous montre aussi pour vous donner un autre exemple en lien avec ça, là. Comme vous avez ici, sur une capsule, là, plus sur justement la planification de la retraite et la cohabitation finalement avec un parent vieillissant, vous avez de l'information sur justement le double vieillissement, puis quelques pistes sur comment ou quoi porter attention quand on fait la planification de la retraite. À la fin du guide, donc vous avez quelques sujets pour lancer un peu la discussion sur le vieillissement, plus de façon générale. Donc, comme on l'a nommé un peu plus tôt, l'objectif avec ce guide-là, c'est justement de l'ouvrir cette discussion-là, cette conversation-là avec les personnes, parce que souvent, ils sont mis de côté ou c'est peu abordé. Hein. Ça reste quand même un phénomène récent, le double vieillissement. Donc, les enjeux sont quand même relativement récents. Fait que d'avoir l'opportunité d'en parler, ça permet justement à la personne de plus s'exprimer sur ses besoins puis sur qu'est-ce qu'elle veut, puis de pouvoir mieux planifier l'avenir, fait que nécessairement de répondre mieux aux besoins aussi de la personne sans tomber dans l'urgence là, quand les choses arrivent, puis des fois qui peut être un peu surprenant. À la fin aussi, à la toute fin, vous avez différentes ressources qui peuvent aider selon les enjeux. Donc, des ressources et des organismes en déficience intellectuelle et en autisme, plus pour les situations, soit des situations de crise ou les services publics, donc le fameux 911, l'Ordre des psychologues, le Centre de crise du Québec, puis les ressources aussi plus au niveau juridique là, qui peut être pertinent parce que, qui dit vieillissement dit souvent procédures légales au niveau, par exemple, des régimes de protection, des fiducies testamentaires ou ce genre de choses-là. Donc, ça peut être des ressources qui sont pertinentes pour les personnes et leurs familles à consulter. Donc, c'est ce qui ressemble un peu notre guide. Ça nous amènerait. Élise, est-ce que tu avais des points que tu aimerais apporter que j'ai pas abordés ou que j'ai oublié d'aborder? Peut-être juste un ajout. Vous avez vu qu'il y avait des sous-titres dans la capsule vidéo. C'était vraiment dans l'optique là, de créer du matériel inclusif pour les personnes qui peuvent avoir des difficultés plus sur le plan auditif. Donc, c'était... Non, ouais, c'est ça. Effectivement, c'est très bien. Fait que, c'est ça, dans le fond, Élise en a parlé un peu, mais dans le fond, le projet, on a réussi à le faire là, grâce à un financement de l'Office des personnes handicapées, puis un financement du projet Revie là, avec l'organisme Sans oublier le sourire à Montréal. Pardon, et évidemment en collaboration avec l'université, avec l'École de travail social et criminologie de l'Université Laval, qui nous ont aidés là, à travers ce projet-là. Et évidemment, bien évidemment, les personnes elles-mêmes, leurs familles, les intervenants qui ont participé à nos groupes de discussion aussi, hein, parce que c'est eux qui ont permis à ce qu'on cible les enjeux qu'ils vivaient au quotidien là, pour plusieurs d'entre eux. Donc, c'est ce qui a permis de faire ce beau projet. Donc, je vais arrêter mon partage d'écran.